Monsieur le Président, chers collègues, d'entrée, l'adjectif catastrophique est placé en troisième ligne du préambule de cette mission 5. Le mot est lâché et le discours est alarmant. Changement climatique, réchauffement climatique, l'alibi parfait pour envahir la Bretagne vite fait, bien fait de champs d'éoliennes. C'est le cas au nord du pays de Vitré, en baie de Saint-Brieuc, à Assigné et dans le Morbihan, entre l'île de Groix et Belle-Île-en-Mer. Bien. Mais personne ne peut vraiment apporter la preuve d'un réchauffement climatique au regard de la faiblesse de nos connaissances à ce jour. C'est d'ailleurs ce qu'affirme le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, qui déjà, en 1990, faisait état des incertitudes majeures sur ce point. Dans un rapport publié en 2011, une courbe des variations de température sur 1000 ans a été volontairement aplatie. Ce type de manipulation a d'ailleurs entraîné des démissions au sein du GIEC, dont celle de Richard Lindzen, climatologue américain de réputation mondiale, qui affirmait en 2001 que le GIEC a altéré les travaux des scientifiques pour faire croire à un consensus scientifique. Nombre de chercheurs reconnus dans le monde considèrent même que nous serions entrés dans une nouvelle période de refroidissement. C'est le cas, par exemple, du scientifique Vincent Courtillot, ingénieur des mines et diplômé de Stanford, géophysicien et ancien directeur de l'Institut physique du globe. En réalité, l'étude climatique est une discipline qui se fait sur des milliers d'années et nous n'avons pas assez de recul. L'action de l'homme peut très bien contribuer à réchauffer la planète. Mais le réchauffement climatique anthropique est une thèse dont les tenants n'apportent pas de preuves suffisamment déterminantes. Mais le discours alarmiste d'extrémistes écologistes, à ne pas confondre avec les défenseurs de la nature, permet de justifier l'accélération des projets éoliens. Monsieur Perrin, d'ailleurs, nous disait avant-hier à ce sujet qu'il intervenait en tant que militant politique. Alors la France s'inspire de l'Allemagne, oui, qui a depuis déjà bien longtemps couvert son territoire d'éoliennes. Et à son propos, Christian Gérondeau, polytechnicien et scientifique rigoureux, a émis une critique aussi sévère qu'objective, puisque pour satisfaire ses besoins et compenser la production aléatoire de l'éolien, elle construit des centrales au gaz naturel ou au charbon, qui dégagent de grandes quantités de gaz carbonique et dans l'atmosphère, mais la mise en œuvre de sa politique d'énergie renouvelable, aussi coûteuse qu'inefficace, lui a permis en fait de se donner bonne conscience et de masquer le fait qu'elle reste un pollueur massif. Mais en France, grâce à l'adoption de l'énergie nucléaire, nous disposons d'une électricité abondante, plutôt bon marché et non polluante. Et par conséquent, nous avons tout intérêt à préserver ce modèle unique que certains diabolisent pour créer une peur auprès de la population. Ensuite, pour poursuivre une mise en condition de l'opinion publique, une autre thèse est soutenue, celle de l'extinction très prochaine des sources d'énergie fossiles. Or, concernant le pétrole, nous sommes loin d'avoir exploré la totalité du globe. Nous avons aussi une autre source d'énergie plus récente, l'uranium, pour lequel l'inventaire mondial n'est pas exhaustif et les gisements connus sont loin d'être tous exploités. Notons aussi que le risque sanitaire du charbon utilisé en Allemagne et en Chine est bien plus important que celui de l'atome, notamment donc par cette pollution atmosphérique. Rappelons que nous sommes loin de la situation également de Fukushima, la France ayant une très faible exposition aux risques sismiques et volcaniques. De plus, elle est reconnue également pour sa compétence en matière de traitement des déchets nucléaires. Alors en conclusion, le modèle énergétique français est propre, peu coûteux, ce qui d'ailleurs assure notre indépendance énergétique. Développer, comme vous le voulez, l'éolien est une erreur. On prétend que le développement de l'éolien est une aubaine pour l'emploi. Alors à Saint-Brieuc, on nous vend la création de 500 emplois. On entend également que sur l'ensemble du territoire, quelques centaines d'équivalents temps plein seront créés sur 10 ans. Mais en réalité, cet objectif est difficilement réalisable, ni franchement vérifié à cette heure, puisque la maintenance des appareils est automatisée depuis des PC informatisés et le plus souvent situés hors de France. En outre, ces emplois ne seront pas pérennes, car l'essentiel porte sur des études préalables à l'installation,
la fabrication, l'ingénierie et la construction. Une fois l'implantation réalisée, il restera seulement la maintenance et l'exploitation. Mais le problème essentiel est que l'éolien est un business juteux qui comporte des risques sanitaires. Alors il y a d'abord le bruit émis lors du passage des pales le long du mât, qui dépend de la vitesse et de l'intensité du vent. Mais d'autres nuisances ont été constatées, effet stroboscopique des pales, flash nocturne, perturbation des téléviseurs et des radios, infrasons, etc. Alors il existe de nombreux témoignages du calvaire vécu par les riverains lors de la mise en service d'éoliennes à proximité de leur maison. Et des médecins ont relevé l'apparition de symptômes tels que troubles du sommeil, maux de tête, acouphènes, vertiges, nausées, troubles de la vue, etc. Aujourd'hui, les éoliennes doivent se situer à 500 mètres de toute habitation. Or, la recommandation conservatoire de l'Académie de médecine est que, je la cite, toute construction d'éoliennes à moins de 1500 mètres d'un lieu d'habitation doit être suspendue. Et par précaution, les installations devraient même se situer à au moins 2500 mètres. Alors la recommandation de l'Académie de médecine n'a pas été suivie puisque porter de 500 à 1500 mètres le périmètre de sauvegarde pour les riverains des parcs éoliens conduirait à rendre impossible l'atteinte de l'objectif de 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 en application de la directive européenne. D'ailleurs, lors du débat relatif au projet de loi de transition énergétique, un amendement du Sénat demandant de passer à un périmètre de 1000 mètres a donné aussitôt lieu à une réaction de la Fédération énergie éolienne et du syndicat des énergies renouvelables qui craignaient que le développement éolien soit largement amputé dans les zones d'habitat dispersées. La F2E et le CER ont donc demandé le retrait de cette mesure, CQFD. En revanche, dans les autres pays, les distances de sauvegarde appliquées sont toutes supérieures à la nôtre. Pourquoi ? Je vous pose la question. Les hommes ne sont pas les seules victimes. Les animaux sont également particulièrement impactés. Rappelons l'affaire qui a secoué Puceul, en Loire-Atlantique, où les exploitants d'un élevage de vaches laitières ont subi un bilan terriblement lourd au bout de 13 mois d'installation d'éoliennes, avec une perte de 20% de l'élevage, une diminution importante de la production et de la qualité du lait. Les oiseaux sont bien évidemment aussi les sacrifiés de l'éolien, bien que l'ADEME prétende qu'une éolienne ne tue qu'entre 0,4 et 1,2 oiseaux par an. Je rappelle pour mémoire que l'ONG, la Ligue de protection des oiseaux, mise en cause par le canard enchaîné, a refusé d'évoquer publiquement les véritables risques pour les oiseaux, en arguant d'une clause de confidentialité qui la lie avec EDF. Cet article du canard enchaîné fait également état de la rémunération perçue par la LPO dans sa convention avec EDF et de l'embauche de son ancien directeur régional et d'un ornithologue de l'association locale par EDF. Vous voyez où je veux en venir. Là où on marche sur la tête, c'est sachant que des oiseaux heurteront les pales des futures éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Pour compenser ces pertes, le consortium Elmarine va financer l'éradication du vison d'Amérique, prédateur naturel des oiseaux. Et pendant les 40 années d'exploitation du futur parc éolien d'Elmarine, 20 à 25 millions d'euros seront affectés aux mesures de compensation environnementale. Alors concernant maintenant la valeur des biens immobiliers des particuliers, plusieurs décisions de justice, ce n'est pas moi qui l'invente, sont intervenues au terme desquelles le prix de vente des maisons a été réduit de 21% à 40% du fait de la proximité d'un parc éolien situé entre 500 et 1300 mètres. Et pour les ruraux, c'est une peine supplémentaire. Des documents d'agences immobilières attestent également de cette dépréciation. Je rappelle que pour construire une éolienne, il faut couler dans le sol un socle d'environ 1100 tonnes de béton et d'acier, ce qui rendra donc impropre à tout usage le terrain sur lequel elle sera implantée, et pour très longtemps, plusieurs siècles même. Mais la puissance dictatoriale des groupes industriels à la seule recherche de profit lucratif est plus forte que tout, hélas. Et donc, de leur point de vue, les multiples sacrifices sont nécessaires à leur cause. Enfin, l'éolien a un coût. Le coût complet de l'éolien est composé du coût initial d'investissement,
Achat de l'éolienne, génie civil, raccordement au réseau de distribution et du coût de maintenance auquel il faut ajouter les externalités générées par l'intermittence de ce mode de production. Et puis les Français participent aussi au financement du développement éolien, un peu à leur insu. Je ne pense pas qu'ils regardent, analysent leurs factures EDF. Et donc cette taxe perçue par EDF est soumise à la TVA en plus. Et son montant s'est envolé ces dernières années, pesant de plus en plus sur la facture d'électricité des ménages. Concernant l'île de Groix, ce projet d'éolienne flottante en milieu océanique représente 200 millions d'euros d'investissement pour 20 ans d'exploitation et de suivi. Et après ? En attendant, c'est une verrue sur le nez d'une jolie fille, pour le moins. Car on ne peut se réjouir honnêtement de la future mise en service de 4 éoliennes flottantes d'une hauteur de 180 mètres au-dessus de l'eau, à moins de 30 km du continent et à 13 km de l'île de Groix. Comme à Saint-Brieuc, c'est la défiguration à venir de nos paysages et de nos rivages. Oui, en effet, au-delà des risques sanitaires et de la gabegie financière, ces verrues à vent géantes de 150 à 180 mètres de hauteur saccagent les paysages. Et si les plans de déploiement de l'éolien en France sont suivis, et si nous n'arrêtons pas cette folie, elle défigurera irrémédiablement notre pays dans moins de 10 ans. À une époque, c'étaient les lignes à haute tension, considérées à juste titre comme un autre enlaidissement de nos paysages, tout comme les châteaux d'eau, qui devaient être enterrés. Aujourd'hui, la Bretagne et la France se couvrent d'éoliennes et vous y participez. L'objectif du gouvernement est de doubler la capacité de production issue de l'éolien terrestre entre 2016 et 2023, ce qui représente environ 10 000 éoliennes au début des années 2020, selon le plan de déploiement du Grenelle de l'environnement et celui de la loi de transition énergétique. Même l'Académie des Beaux-Arts a donné un avis peu favorable, je la cite. Les éoliennes, machines de 150 mètres de haut, sont en contradiction avec la tradition française qui a toujours consisté jusqu'à présent à harmoniser l'architecture, même insolite, avec le paysage en respectant son échelle. La confrontation de telles installations que les promoteurs envisagent d'installer aujourd'hui de manière massive, avec les sites remarquables et les paysages de qualité qui ont valu à la France le titre de première destination touristique mondiale, est difficilement acceptable. Une jurisprudence s'est également développée en reconnaissant l'effet destructeur du paysage. Pour exemple, le TGI de Montpellier, dans un jugement du 4 février 2010, condamne la société Compagnie du Vent à démolir 4 éoliennes. Même chose dans une décision du 17 septembre 2013. Oui, c'est bien la destruction de l'identité française et bretonne à laquelle nous assistons et à laquelle vous vous livrez. Alors fort heureusement, la population, elle, est loin d'être emballée et conquise par les éoliennes. J'en veux pour preuve l'exemple de Gauvin, commune située proche de Rennes, car après 8 ans d'un premier projet enterré en 2010, grâce à la mobilisation de la population qui a lutté contre vents et marées, le nouveau projet éolien est désavoué par le conseil municipal contre l'avis du maire. À signer également, l'association Vent Contraire 35 s'oppose au projet éolien et doute de l'intérêt de construire des éoliennes géantes aussi proches de la ville. Ces exemples ne sont pas isolés et se multiplient de plus en plus sur le territoire national. C'est sans doute d'ailleurs, et c'est la vraie raison pour laquelle le gouvernement a échafaudé un plan de libération des énergies renouvelables, donc dévoilé le 18 janvier dernier, qui prévoit notamment de réduire les possibilités de recours en justice sur l'éolien terrestre, ou en tout cas de raccourcir les délais en supprimant un niveau de juridiction. Les dossiers sont donc directement traités par les cours administratives d'appel et non plus par les tribunaux administratifs de première instance. Pour conclure, merci. Je dirais qu'il est regrettable que l'exécutif régional, par ses messages, soutienne ce qui est perçu et vécu comme une agression pour les ruraux.